Bonjour à tous. Donc, je me présente tout d'abord, Eliane Moret. Je suis chargée d'études pôle économie et prospective de la Chambre régionale d'agriculture. Et je vais vous présenter une étude prospective sur le veau de boucherie à l'horizon 2030 qui a été menée au printemps 2021. Alors, tout d'abord, comment va se dérouler ma présentation? Je vais d'abord resituer rapidement des éléments de contexte, comment se porte le marché du veau de boucherie et comment se positionne la région des Pays de la Loire sur ce marché. Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet, à savoir la prospective à l'horizon 2030. Je présenterai la méthode que nous avons suivie, puis les scénarios qui ont été élaborés, 4 scénarios contrastés. Et on verra ensemble les conséquences de ces scénarios sur l'élevage en Pays de la Loire en termes de nombre d'élevages et de volume de production. Et je conclurai par les enseignements de l'étude. Donc d'abord le contexte. Le marché du veau, c'est un marché où on observe une baisse de la consommation depuis assez longtemps, depuis le début des années 80. Si bien qu'aujourd'hui, nous consommons moins de 3 kg de veau par habitant. On le voit sur le graphique qui montre les achats des ménages. On est vraiment sur une tendance baissière qui se poursuit aussi au cours des 10 dernières années. Le veau, c'est une viande relativement chère et qui est consommée par une clientèle plutôt vieillissante, donc ce qui peut expliquer cette tendance baissière, même si aujourd'hui l'interprofession mène beaucoup d'actions pour rajeunir la clientèle et diversifier les produits. Malgré cette faible consommation, la France reste quand même le premier consommateur européen et le deuxième producteur derrière les Pays-Bas qui ont dépassé la France en termes de volume produit dans les années 2015. Une autre spécificité de la viande de veau, c'est qu'elle est très consommée en restauration hors foyer et en particulier la restauration collective comme les restaurants scolaires, les hôpitaux, les maisons de retraite. Donc c'est un débouché important pour cette filière et qui a donc souffert avec la crise Covid récente. En termes de production, la production, bien sûr, elle suit la même tendance que la consommation. On a perdu 10% de volume depuis 2010. Les abattages et production suivent cette tendance. On produit en moyenne 170 000 tonnes de veau en France en 2020. On en abat un petit peu plus parce qu'il y a un flux qui vient de Belgique, un flux d'animaux qui sont abattus en France et retournés en Belgique sous forme de carcasses. Ce sont des abattages rituels, mais ça reste des petits volumes. Et donc globalement, la France reste légèrement déficitaire sur la viande de veau. On était en déficit de 20 000 tonnes en 2013, on est sans doute un petit peu en dessous aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'on n'a plus de statistiques aux douanes qui différencient la viande de gros bovin et la viande de veau. Donc c'est une approche estimative. Globalement, ces importations alimentent surtout la restauration collective et proviennent surtout des Pays-Bas. Inversement, on exporte un petit peu, mais ce sont des flux de viande de qualité assez restreints qui vont vers Israël, vers les États-Unis. J'en arrive au niveau régional. Et là, on constate que, alors qu'en France, on est sur une tendance baissière de la production, la région, comme le montre le graphique, a une production relativement stable depuis 2012. Nous produisons 17% des volumes nationaux, ce qui nous positionne au 3e rang français derrière la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Nos tonnages s'établissent à 30 000 tonnes en 2020, un peu moins de 30 000 tonnes, 215 000 veaux produits. Les acteurs de la production, ce sont 365 élevages, si on ne prend en compte que les élevages qui produisent plus de 150 veaux par an. Pour illustration, c'est une petite filière. Si on veut comparer, par exemple, la filière laitière, on a 7000 élevages laitiers, donc pour relativiser un peu le poids relatif de chacune de ces filières. Et en dimension, nous sommes sur des dimensions familiales, avec en moyenne 527 veaux produits par an. Ça correspond à peu près à 350 places par élevage, avec très souvent un lien au sol. Donc, illustré différemment, on voit que la région a gagné des parts de marché
puisque sur le graphique, on voit la tendance nationale en noir et la tendance régionale en orange, où on a un maintien dans un contexte de baisse nationale. Qu'est-ce qui explique ce gain de part de marché régional? Principalement le bon taux de renouvellement des actifs. Quand 10 agriculteurs éleveurs de veaux partent en retraite, on en installe 7 pour les remplacer sur les 10 dernières années, ce qui est un très bon score, parce qu'en moyenne, toute production confondue, la région ne renouvelle qu'un peu plus d'un éleveur sur 2. Donc c'est le premier facteur, un bon taux de renouvellement. Et le deuxième facteur, c'est la croissance de la productivité du travail, avec des élevages dont les dimensions ont augmenté de 4% en 10 ans, et puis des veaux qui sont plus lourds aussi, parce qu'on a une alimentation plus fibreuse notamment. Et puis plus d'animaux croisés. Où se situe la production régionale? Principalement sur un axe nord-sud, avec un tiers de la production qui se situe en Maine-et-Loire, mais une forte présence aussi, on le voit, en Mayenne, en Vendée et un peu sur l'est de la Loire-Atlantique, un peu moins en Sarthe. Qui sont les intégrateurs qui interviennent sur la région? En fait, on a un grand nombre d'intégrateurs qui sont présents sur le territoire des Pays de la Loire, qui sont présents sur l'ensemble du Grand Ouest en général. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une grande diversité de profils. On a tout d'abord 2 filiales de groupes hollandais. Le groupe Denkavit, dont le siège français se situe à Montreuil-Bellay, qui dispose de 2 usines également d'aliments pour veaux sur ce site-là. Nous avons l'entreprise Vendry, dont le siège est en Dordogne, mais qui est très implantée sur le Grand Ouest et qui possède notamment une filiale, l'abattoir Tendriade en Ille-et-Vilaine. La SVA, qui est un abatteur donc, de vitrées, intervient aussi dans l'intégration et elle assure également de l'abattage de veaux pour d'autres intégrateurs. Le groupe Serval, dont le siège est dans les Deux-Sèvres et qui a une dimension également internationale comme les 2 groupes hollandais, est à la fois fabricant d'aliments et intégrateur. Il intervient il intervient sur le Grand Ouest, mais assez peu en Pays de la Loire. Il y a quand même quelques élevages. Et puis, les 2 derniers intervenants sont des entreprises de dimension plus locale, d'implantation plus locale. La société privée Cevo, qui intervient en Vendée et Deux-Sèvres, et la coopérative CEVAP, qui intervient sur la Vendée, l'Anjou et le Poitou, avec une orientation un peu plus marquée sur des filières qualité et des circuits courts, en termes de commercialisation. Donc, une grande diversité de profils qu'on va retrouver donc dans les types d'activités. On voit que les 2 dernières entreprises ne font que de l'intégration. SVA, on l'a vu, assure aussi abattage intégration. Les 3 autres firmes sont présentes sur l'aliment et l'intégration, et puis également l'abattage pour Vendry. Côté abattage, justement, nous n'avons pas beaucoup d'abattoirs sur la région des Pays de la Loire. Seulement 11% de la production de veaux est abattue sur la région, principalement dans le site d'Elivia aux Herbiers, en Vendée. Et la grande majorité de la production, 60%, est abattue en Bretagne. Donc ça reste néanmoins à proximité en termes de transport. Et la Bretagne est une grande région d'abattage de veaux au plan national. Et donc un peu moins de 30% des veaux sont abattus dans d'autres régions, Normandie, Nouvelle-Aquitaine notamment. Donc voilà pour ce tour d'horizon de la filière régionale. J'en arrive maintenant à la projection sur les 10 années qui viennent et l'étude qui a été réalisée au printemps. Donc cette étude, elle entre dans une stratégie plus large de la Chambre régionale d'agriculture en faveur de l'élevage. Il y a eu d'autres études sur la fin de l'année 2019, l'année 2020, consacrées au lait, à la viande bovine, au porc et à la volaille, parce que ce sont toutes les filières d'élevage qui sont confrontées à certaines difficultés de renouvellement, de remise en cause au niveau sociétal, et donc il était nécessaire de se pencher sur ces filières au niveau professionnel. Et l'objectif, c'est bien de se projeter sur différents scénarios à l'horizon 2030 pour alimenter la réflexion stratégique aujourd'hui et les choix des professionnels. Ce travail a été mené par le pôle économie et prospective,
mais en association, enfin avec un comité de pilotage qui associe les différents maillons de la filière, producteurs, transformateurs en général. Dans le cas du veau, nous avons un comité de pilotage qui était centré sur les producteurs, mais des enquêtes ont été réalisées auprès des transformateurs, des intégrateurs en parallèle. Et donc je souligne que cette étude a été réalisée avec un jeune apprenti ingénieur d'AgroParisTech, Yann Simon, et elle a servi de cadre à son mémoire de fin d'études. Donc je le remercie encore pour son travail. J'en arrive donc à la méthodologie que nous avons suivie. Nous travaillons selon une méthode du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, qui s'appuie sur l'identification des grands facteurs qui jouent sur la filière, au niveau du contexte, au niveau de la demande et au niveau de l'offre, de l'organisation des élevages. Et pour chacun de ces facteurs, on s'interroge sur les facteurs lourds, les tendances lourdes, les germes de changement, les ruptures, pour formuler des hypothèses très contrastées et au final arriver à construire des scénarios très, très contrastés. Donc là, nous en avons retenu 4 que je vais vous présenter tout à l'heure. Et au final, pour chacun de ces scénarios, on mesure quel impact possible sur nos élevages et notre production régionale. Donc, les scénarios, ils se sont appuyés sur des facteurs déterminants que nous avons identifiés et pour lesquels des hypothèses ont été formulées. Le premier facteur déterminant pour l'élevage de veaux demain, c'est le niveau de croissance économique. La croissance a ralenti après la crise Covid. À quelle vitesse reprendra-t-elle? De quelle façon, plus ou moins importante? Ce sont des hypothèses qui ont été contrastées entre les différents scénarios. Deuxième facteur important, les attentes sociétales, puisque l'élevage est confronté à des mouvements anti-élevage, des attentes sociétales plus fortes en termes de bien-être et d'environnement. Donc là, les hypothèses vont du statu quo par rapport à la situation actuelle jusqu'à une remise en cause qui pourrait être beaucoup plus forte et avoir des impacts sur les conditions de production. Et puis, dernier facteur important, le changement climatique, avec la question sous-jacente, comment les élevages vont-ils s'adapter à ce changement climatique? Et ça dépendra de l'accompagnement dont ils pourront bénéficier financièrement et politiquement. Et donc là, l'hypothèse, c'est un accompagnement plus ou moins soutenu selon les scénarios. Donc, concrètement, les 4 scénarios auxquels on aboutit en s'appuyant sur ces 3 facteurs déterminants. Un scénario tendanciel qui, comme son nom l'indique, poursuit les tendances actuelles dans un rythme de croissance un peu ralenti par rapport à la situation d'avant Covid. On a une adaptation des élevages qui se poursuit, elle est déjà engagée, elle se poursuit, pour répondre aux besoins climatiques et aux attentes sociétales. Néanmoins, ces adaptations, au rythme actuel, on sait qu'elles ne permettraient pas d'atteindre les objectifs climatiques, par exemple, de neutralité carbone. Donc il y a un deuxième scénario plus ambitieux sur ces aspects qui a été construit. C'est un scénario volontariste qui se situe là dans un contexte de croissance économique qui revient à son niveau d'avant-crise et qui s'appuie sur un meilleur dialogue entre citoyens et éleveurs. Les contraintes des éleveurs sont mieux comprises, le temps nécessaire pour les adaptations est mieux compris par les citoyens et les consommateurs, ce qui fait que politiquement, il y a plus de soutien financier qui peuvent être mis en place pour accompagner les élevages dans le cadre de ce meilleur dialogue, mais en parallèle, les citoyens sont demandeurs de produits plus verts, plus respectueux de l'environnement. Et les 2 derniers scénarios sont des scénarios de rupture, avec d'une part une rupture sociétale où les mouvements anti-élevage que l'on perçoit aujourd'hui se renforcent, les attentes en matière de bien-être animal, de respect de l'environnement sont renforcées et ça peut conduire à des contraintes réglementaires plus fortes du type étiquetage environnemental, taxe carbone, restrictions sur les usages de l'eau.
Donc, c'est le scénario le plus négatif que nous avons voulu tester. Et l'autre scénario de rupture, c'est un scénario économique où l'économie est plus stagnante avec des phases de récession, ce qui fait que ça va peser sur les budgets disponibles et limiter les soutiens à l'élevage, rendant son adaptation plus difficile. Concrètement, quel impact sur la demande, les achats de veaux et les exportations ou les échanges? Le scénario tendanciel poursuit les tendances actuelles de baisse de la consommation au même rythme. Donc, on consomme 10% de veaux en moins en 2030 par rapport à aujourd'hui, avec toujours la tendance d'un poids croissant de la restauration hors foyer et du snacking. Le deuxième scénario, co-construction éleveurs citoyens, se traduit par des attentes environnementales un petit peu plus fortes qui vont conduire les consommateurs à se tourner plus vers les produits français. On exige plus des produits français, mais du coup, on les achète plus parce qu'on a confiance, avec plus de produits différenciés en termes d'alimentation des animaux, alimentation sans OGM, sans déforestation, par exemple. Et dans ce scénario, une partie des produits plus qualitatifs sont plus chers, ce qui fait que la demande en RHD est susceptible de baisser un peu. Mais comme par ailleurs, les ménages achètent plus français, on a globalement une demande qui se maintient au niveau du tendanciel avec une baisse de 10%. Dans le scénario de rupture, par contre, sociétal, on a là un effondrement de la consommation avec une baisse de 20 à 25% liée à des exigences beaucoup plus fortes sur les pratiques d'élevage et puis à des évolutions des habitudes nutritionnelles où on consomme moins de viande, plus de produits végétaux et des produits plus exigeants sur les aspects bien-être environnement. Et puis, dernier scénario, le scénario de rupture économique, où là, le niveau de consommation connaîtrait une baisse intermédiaire de l'ordre de moins 15%, parce qu'on consomme un petit peu moins, et surtout la différence principale, c'est que la consommation se tournerait vers des produits moins chers, puisqu'on est dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat, et donc on recherchera des produits plus basiques dans ce scénario. Donc voilà les conclusions pour la demande dans les différentes situations. Quel impact maintenant sur l'offre ligérienne? Alors, pour mesurer l'évolution de l'offre, on a analysé des hypothèses qualitatives sur l'évolution de l'accès au foncier. On a fait des hypothèses sur l'évolution des bâtiments, du financement, des politiques agricoles, mais je ne les présenterai pas ici. Elles seront disponibles dans le document de synthèse qui est en ligne. Je vais plus centrer sur l'impact chiffré au niveau des élevages, sur la base des hypothèses que nous avons retenues. Donc les hypothèses, pour voir l'évolution des élevages, elles portent sur les départs, le taux de renouvellement, et puis aussi des aspects plus techniques d'évolution des dimensions et des poids moyens. Avec une donnée qui est connue, c'est la pyramide des âges. 37% des éleveurs vont partir dans les 10 ans à venir en retraite, enfin sont en âge de partir en retraite. S'y ajoutent des départs précoces, puisqu'il y a toujours des éleveurs qui partent avant l'âge, en moyenne 7% sur les 10 dernières années. Donc ces départs précoces peuvent être plus importants dans les scénarios négatifs. Le taux de renouvellement, 73% aujourd'hui, peut se maintenir ou au contraire décroître fortement dans les scénarios de rupture. Les dimensions d'élevage, là aussi, ont une tendance à l'agrandissement, mais on peut imaginer une stabilité dans certains scénarios, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et puis le poids moyen des veaux, qui est aujourd'hui de 141 kg par animal, pourrait augmenter ou rester stable. Donc, de façon schématique, je vous montre les éléments clés dans ce tableau. Selon les scénarios, on fait donc varier le taux de départ précoce des éleveurs, ce qui fait qu'on a des départs qui varient de 44% à 47% des éleveurs à l'horizon 2030. Le taux de renouvellement peut tendanciellement se maintenir au niveau actuel parce qu'il y a une bonne attractivité du métier d'éleveur de veaux qui attire des candidats hors milieu agricole, qui sont rassurés par l'aspect intégration, accompagnement technique.
Il pourrait être meilleur dans le scénario de co-construction, mais par contre, beaucoup plus faible dans les deux scénarios de rupture, moins de 1 renouvellement pour 2, ce qui est ce qu'on observe aujourd'hui en viande bovine. En termes de dimension d'élevage, la tendance, c'était plutôt 4%. On sait que demain, les élevages sont susceptibles d'augmenter de 8% en dimension, parce que globalement, on installe aujourd'hui des jeunes sur des élevages de 400 places en moyenne, alors que ceux qui partent en avaient 350. Donc mathématiquement, ça fait augmenter les dimensions. La progression serait moindre dans un scénario de co-construction, puisque là, on est plus sur des élevages tournés vers des productions plus qualitatives, avec une alimentation plus lactée, des produits plus différenciés, donc un peu moins poussés. Et dans les deux scénarios de rupture, la rupture sociétale, il y a une remise en cause des gros élevages et des élevages les plus intensifs. Donc là, les dimensions se stabilisent, tout comme les poids d'ailleurs. Et inversement, en rupture économique, pour faire face à une demande de produits à bas prix, on va pousser la productivité au maximum. Les élevages les plus gros sont susceptibles de mieux résister à une situation de crise et d'investir, alors que d'autres seront plus en difficulté, d'où un accroissement de la dimension moyenne. Et donc les poids des veaux suivent un peu les mêmes tendances. Tendanciellement, on peut arriver à 150 kg. On est du même ordre dans le scénario de rupture économique et un peu moins dans les autres scénarios, du fait d'une production basée sur une alimentation un peu différente, un peu plus lactée notamment. Conséquences sur les élevages, donc une présentation visuelle sous forme de graphique. En nombre d'élevages, tendanciellement, on a une baisse de l'ordre de 14% qui est la même que celle qu'on a observée sur les 10 dernières années. Une baisse moindre dans le scénario de co-construction puisque le renouvellement était meilleur, et une baisse beaucoup plus marquée, un quart d'élevage en moins ou plus, dans les deux scénarios de rupture. Les dimensions d'élevage, on l'a vu tout à l'heure, varient différemment selon les scénarios. Donc dans le tendanciel, on passe de 527 à 567 veaux, un petit peu plus en rupture économique, un peu moins dans les deux autres. Et donc quand on va combiner ces résultats en nombre d'élevage, la dimension moyenne et le poids moyen, on arrive à des volumes produits très contrastés selon les scénarios, avec tout d'abord, dans le scénario tendanciel, un maintien de la production grâce au taux de renouvellement qui est reconduit et à l'accroissement des dimensions d'élevage et des poids moyens. Le scénario de co-construction voit la production diminuer de 7% parce qu'avec un meilleur taux de renouvellement, on installe quand même sur des plus petites dimensions. C'est un autre profil d'installation. Le scénario de rupture sociétale est celui qui est le plus négatif en termes de volume produit, parce qu'on conjugue un mauvais taux de renouvellement, des petites dimensions, parce que les gros élevages intensifs, entre guillemets, sont plus remis en cause. Donc c'est là qu'on perd un quart de la production. Et le scénario de rupture économique, avec également un taux de renouvellement faible, se traduit par une baisse des volumes un peu plus modérée que le précédent, parce que là, on a l'accroissement des dimensions d'élevage qui vient compenser. Donc, les enseignements qu'on peut tirer de ces scénarios, alors un petit flash, un petit zoom sur les installations, en moyenne 20 installations par an actuellement. Même chose dans le tendanciel, un petit peu plus le co-construction, et on divise presque par 2 dans les deux scénarios de rupture. Et donc, après ce petit zoom sur les installations, j'en arrive aux enseignements des scénarios et des enjeux pour la filière. Donc, les enseignements, double enseignement, d'une part, beaucoup d'incertitudes quand même qui sont mises en évidence dans ces scénarios, avec des écarts significatifs entre le scénario le plus négatif et le scénario le plus optimiste. L'enjeu en termes d'installation est de 90 installations sur 10 ans, et l'enjeu en termes de volume produit est de 6500 tonnes de veaux, c'est-à-dire 25% des volumes actuels.
Donc, premier enseignement, il y a des incertitudes fortes en fonction des facteurs que nous avons vus. Et deuxième enseignement important, c'est qu'il en ressort quand même que le maintien des volumes produits sur la région est possible parce qu'il y a un certain nombre d'atouts à souligner qui sont le savoir-faire des éleveurs qui a été reconnu et mis en avant dans les enquêtes que nous avons eues avec les intégrateurs en termes notamment de qualité sanitaire. Une bonne dynamique de renouvellement qui a été soulignée et qui est en mesure de perdurer, d'après là aussi les entretiens que nous avons pu avoir. Le fait que la région a une production de dimension familiale et avec un fort lien au sol, c'est un facteur positif aussi, et on observe sur la période récente qu'il y a des transferts de production depuis la Bretagne qui a peut-être plus de contraintes environnementales vers la région des Pays de la Loire, sachant que nous avons des intervenants qui sont les mêmes. Et puis, dernier point positif, toutes les entreprises d'aval, globalement, majoritairement, témoignent d'une confiance dans la dynamique régionale et dans une volonté de poursuivre leur présence et maintenir leur présence sur la région. Et la conclusion, ce sera ma dernière diapositive. Quelles conditions pour aller vers le scénario le plus favorable, puisque balayer les différents scénarios d'avenir, l'intérêt, c'est de ensuite définir quelles actions, quels moyens peuvent être mis en place pour aller vers le scénario le plus favorable. Et donc là, on va retrouver trois conditions principales. C'est d'abord, si les consommateurs sont plus exigeants, il faut qu'ils acceptent de payer le prix correspondant au niveau des produits. Deuxièmement, pour favoriser peut-être cette approche plus engagée des consommateurs, il faut renforcer le dialogue avec les citoyens. Ça a un impact aussi sur la capacité d'adaptation des élevages et leur accompagnement. Et ça, c'est le troisième point, les besoins d'accompagnement des élevages dans leurs adaptations aux attentes sociétales et au changement climatique, parce que ça suppose beaucoup d'évolutions en termes de rénovation des bâtiments, de type de bâtiments plus économes, multifonctionnels, prendre en compte les économies d'énergie, la gestion de l'eau, donc beaucoup de choses à intégrer dans les évolutions techniques à venir. Et pour conclure, il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont engagées par l'interprofession et qui vont dans ce sens-là, des actions de communication sur le produit, des actions pour favoriser aussi l'évolution des pratiques d'élevage, un travail avec les organisations non gouvernementales qui rejoint cette idée de dialogue avec les citoyens. On parlait aussi de la consommation, donc là aussi il y a beaucoup d'actions engagées pour diversifier les produits proposés, pour attirer une clientèle plus jeune, pour aussi rechercher de nouveaux débouchés, notamment à l'export, avec peut-être du potentiel sur des marchés plus qualitatifs. Et puis, pour conclure aussi, l'importance de travailler collectivement sur le territoire. Et ce travail collectif est apprécié, ça a été souligné par les acteurs de la filière, et donc à poursuivre pour pouvoir aller vers un scénario le plus positif possible. Donc voilà pour ce balayage de notre travail. Je vous remercie pour votre attention et je vous indique également que vous pouvez retrouver la totalité de ces travaux sur le site de la Chambre régionale d'agriculture ou en recherchant sur Internet « Production de veau de boucherie en Pays de la Loire, prospective à l'horizon 2030 ». Merci et bonne lecture, donc si vous le souhaitez.